Infocité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Infocité pour parler politique autrement. Infocité avec Jean-Pascal Jeu. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Infocité, donc nous sommes ensemble jusqu'à midi. J'en profite pour vous rappeler également que cette émission, vous pouvez la retrouver également mardi et jeudi également à la même heure, 11h15 midi. Et là, ce matin, eh bien, pour parler et commenter l'actualité, nous avons un invité, comme chaque samedi, c'est Philippe Naillet. Bonjour Philippe Naillet. Bonjour. Alors vous êtes le porte-parole de la Fédération Socialiste de La Réunion. Avec vous, nous allons commenter l'actualité de ces derniers jours. On va parler des exonérations, de la défiscalisation, du crédit d'impôt pour les entreprises, la loi de finances qui va être étudiée en novembre. Et notamment également, on va y joindre la visite de Victorin Lurel dans le département, puisqu'il a déjà été interpellé et un rendez-vous a déjà été pris par les chefs d'entreprise et par les représentants patronaux. On parlera avec vous également de la problématique de l'emploi salarié. Alors qu'est-ce qu'un contrat aidé, les garanties jeunes, les emplois d'avenir, les contrats CAE et CEI. Et puis, dernière actualité en date, en tout cas la dernière, celle qui date de cette nuit, c'est la réforme des retraites, puisque l'examen a débuté hier. Philippe Naillet, justement, l'examen a débuté hier à l'Assemblée nationale et cette réforme des retraites, comme on semblait la présenter ou la pressentir comme une réforme de fond, ne semble pas avoir provoqué de front de contestation. Ça vous semble logique ? Écoutez, d'abord, ce qu'il faut peut-être dire à nos auditeurs, c'est pourquoi une énième réforme des retraites, puisqu'il y en a eu une en 2010, c'était la réforme d'Éric Woerth. En 2003 déjà, il y avait eu la réforme Fillon. Donc il faut expliquer pourquoi. Tout simplement parce que les deux réformes qui avaient été faites par la droite ont été des réformes non seulement injustes, mais des réformes inefficaces. Puisque si on fait une réforme, c'est parce qu'on a aujourd'hui un problème financier. La retraite par répartition, qui est notre modèle, qui a été voulu au lendemain de la guerre, c'était un modèle dans lequel les actifs cotisent pour les retraités. Et aujourd'hui, chacun comprend bien que les choses ont changé. En 1960, par exemple, vous aviez encore 4 actifs pour un retraité, c'est-à-dire que 4 actifs cotisaient directement et que ces cotisations-là, c'est le principe de la répartition, payaient la retraite ou les retraites des retraités. Aujourd'hui, avec la crise, nous sommes à moins de 2 actifs, 1,8 je crois, pour un retraité, donc on comprend le déficit. La droite a fait 2 réformes, 2003-2010, des réformes injustes, qui tapaient surtout sur les salariés, qui diminuaient les pensions, qui augmentaient les cotisations, qui n'étaient pas allés chercher les sous là où il fallait les trouver, et tout ça n'a donné rien, avec en plus la droite qui est toujours donneuse de leçons en matière économique, avec en plus des projections qui ne tenaient pas la route, notamment en termes de chômage, avec un chômage qui reviendrait à 7% de la population active, etc., donc financement. Et résultat des courses, tout ça n'a pas fonctionné, et on est dans une situation où il faut financer les retraites. Pourquoi ? Parce que il y a déjà un sacré trou. On annonce quand même un trou de 20 milliards pour 20 2020. Milliards. Voilà, donc c'est le trou de 20 milliards pour 2020 qu'il faut absolument penser ou combler. Et si on ne fait rien, la situation, elle serait grave. Elle serait grave d'abord pour les plus modestes, parce que la retraite par répartition, je le redis, c'est d'abord la retraite des modestes, des travailleurs, des salariés, des classes moyennes, des fonctionnaires. Tout le monde ne peut pas acheter un logement, un appartement ou une maison pour pouvoir bénéficier des loyers à sa retraite. Ça, ce n'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde ne peut pas épargner dans un régime par capitalisation. Il y a le régime par capitalisation qui existe. Donc, la répartition, il faut absolument le sauver, la retraite par répartition, parce que c'est aujourd'hui la retraite la plus juste. Donc, c'est la tâche à laquelle s'est attelé le gouvernement. Alors, bien sûr, quand vous faites une réforme des retraites, vous faites des choix qui ne plaisent pas forcément. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les choix que nous faisons sont des choix que nous faisons dans la justice? Et je crois que cette réforme qui est voulue est une réforme juste. D'abord, en matière d'impact financier, de cotisation, d'effort qui est demandé aujourd'hui, on n'a pas utilisé la CSG, ce qui aurait été injuste, notamment, je pense, aux petits revenus. Il était prévu d'augmenter
La CSG. La CSG. Donc, Et d'autres il n'y a pas de- cotisations également. Voilà, il n'y a pas augmentation de la CSG, il n'y a pas diminution des pensions. Quel est le choix qui a été fait? C'est simplement de dire, comme la retraite par répartition est alimentée par des cotisations salariales et des cotisations patronales, on va augmenter les cotisations salariales, on va augmenter les cotisations patronales du même ordre, 0,3 en cumul sur 4 ans. Donc, cotisations salariales qui vont augmenter, cotisations patronales. Ça, c'est la première mesure. Et pour tous les régimes, contrairement à ce que j'entends, Alors, parce justement, qu'il y a une confusion dans les esprits. Oui, mais il y a des choses encore qui ne sont pas encore, justement, hier soir, qui n'étaient pas encore abouties. À en croire d'ailleurs un article du Monde qui a été publié ce matin, il y a pour l'instant une absence totale de mesures qui visent les régimes spécifiques comme ceux des fonctionnaires et les régimes spéciaux. Pour l'instant, il n'y a rien qui n'a été décidé. Il faut dire aussi, je l'ai dit au début d'émission, c'est que l'examen a débuté hier soir, rien n'est bouclé, rien n'est terminé, mais on ne peut plus déposer d'amendement dans la mesure où la loi est en train d'être examinée. Donc s'il y a des mesures qui doivent en tout cas toucher les régimes spéciaux, il faut espérer pour chacun qu'elles soient déjà intégrées au projet de réforme. Alors, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle la convergence des retraites. C'est le débat qui est posé aujourd'hui. C'est-à-dire, en gros, que le calcul de la retraite d'un fonctionnaire, vous savez que les fonctionnaires, ce n'est pas sur les 25 meilleures années, par exemple. Les agents de la RATP, tous les dispositifs qui existent déjà, qu'il y ait une convergence sur le mode de calcul des retraites. Ça, ce n'est pas prévu dans la loi. C'est un débat qui viendra, je pense, dans un deuxième temps. Ce qui est prévu dans la loi, c'est que les efforts soient demandés à tous. À tous. Voilà. Aussi bien aux fonctionnaires, aux privés, aux bénéficiaires des régimes spéciaux. Et c'est un peu d'ailleurs ce que rappelaient, ce que martelaient les services du Premier ministre en termes de communication avant que justement que la loi soit examinée à l'Assemblée, c'est que faire comprendre aux gens, en tout cas, que l'effort est désormais porté par tous. Par tous. La convergence, moi je pense qu'elle viendra, mais il faut procéder par étapes. Je pense que si on veut arriver à la convergence, on y arrivera, puisque c'est une question d'équité. Alors pourquoi n'a-t-on pas commencé, Philippe Nailly, justement par les fonctionnaires et par les régimes spéciaux? Et c'est-à-dire que, parce que c'était une crainte du gouvernement, c'est d'abord d'avoir en face de soi, face à cette réforme des retraites, les syndicats. Est-ce à dire que les syndicats sont plus présents aujourd'hui dans la fonction publique que dans le privé et qu'ils avaient certainement plus à craindre d'une mobilisation syndicale de dernière minute en sachant, et on l'a tous constaté, qu'il n'y a pas une forte mobilisation de la rue sur cette réforme non plus? Oui, il n'y a pas eu une forte mobilisation de la rue parce que globalement les salariés, je pense, tout le monde a compris que cette réforme-là, elle n'est pas parfaite, mais je viendrai après sur les autres aspects, mais elle est une réforme juste. Je ne sais pas si elle est la plus juste, mais en tout cas, c'est une réforme juste qui est en rupture avec les réformes précédentes, celle de Fillon comme celle d'Éric Woerth. Et d'aucuns disent que ça ne sera pas la dernière. Alors, j'y arrive. On y arrivera de toute façon. J'y arrive là-dessus. Voilà, mais juste un mot quand même Ouais. pour dire par rapport à. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'objectif, c'était d'abord de régler ce problème financier. Vous avez donné vous-même les chiffres, 20 milliards d'euros de déficit à l'horizon de 2020. Il fallait d'abord trouver les moyens de combler ce déficit, d'éviter d'arriver dans cette situation-là. Et lorsqu'on aura consolidé le régime par répartition, viendra le temps de la convergence des retraites. Je pense qu'on ne peut pas, sur un sujet aussi sensible que la question des retraites, on ne peut pas mener plusieurs fronts en même temps. Moi, je pense que la méthode de Ayrault, la méthode de Hollande, la méthode de Michel Sapin, de Madame Touraine, etc., qui est fondée sur le dialogue, qui est aujourd'hui de résoudre les problèmes au fur et à mesure. On avance et après, et c'est la meilleure méthode. Sinon, on a les gens dans la rue et on ne fait rien, sinon on prend des mesures fantaisistes, injustes, comme la droite l'a fait. Donc pour revenir sur cette réforme des retraites, aujourd'hui c'est effectivement les cotisations salariales, patronales, vieillesse qui vont augmenter. Et qui vont être poussées jusqu'à 43 ans. Et j'y arrive. Et à partir de 2020, un effort qui sera d'un trimestre par an sera demandé jusqu'en 2035 pour que
en 2035, tous ceux qui vont prendre leur retraite en 2035 et après, pour avoir une retraite pleine, comme on dit, il faudra 43 années de cotisation. Tout ça va se faire progressivement. Mais à côté de cela, on a intégré aussi, parce que on entend les jeunes qui disent oui, mais attendez, aujourd'hui, avec les études, etc., vous vous rendez compte, finalement, on n'aura jamais une bonne retraite. C'est pour cela, c'est dans la discussion qui a commencé hier, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pour ça que les périodes d'apprentissage vont être prises en considération. Ça c'est important. Un trimestre, bon après il faut voir, puisque c'est en discussion, il peut toujours y avoir. Mais la ministre, Madame Touraine, a dit, si j'ai bien entendu, un trimestre d'apprentissage, un trimestre de validé. Voilà, une cotisation limitée. Voilà, cotisation limitée. Ça c'est un premier point. Deuxième point, les femmes aujourd'hui subissent une injustice. On voit bien les retraites, pour des raisons qui sont multiples, les retraites des femmes sont inférieures à celles des hommes. Notamment, pour une raison qui est connue de tous, c'est les périodes de congé de maternité, qui seront mieux prises en compte dans le calcul des trimestres. Autre chose également, vous savez qu'il y a des majorations par enfant élevé, à partir du 3e enfant, etc., pour aujourd'hui combler, mettre plus de justice sur les retraites qui sont payées ou qui seront payées aux femmes. Là aussi, la majoration devrait se faire, et je dis devrait parce qu'on est dans la discussion parlementaire, devrait se faire dès le premier enfant. Et un dernier point également, le compte pénibilité. Alors, ça, oui. Le compte pénibilité pour les métiers pénibles. Donc, ce sont des avancées significatives qui n'ont jamais été portées dans les réformes précédentes. Donc voilà, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, si vous me permettez juste un mot pour dire, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, même personne de gaieté de cœur a envie de cotiser un trimestre de plus jusqu'en 2035. Personne n'a envie de voir sa cotisation salariale augmenter, même si c'est en cumul 0,3 au bout de 4 ans. C'est 0,3 divisé par 4, puisque c'est sur 4 ans, c'est pas 0,3 d'un coup. 0,3 point. Personne n'a envie de tout cela. Mais on a compris que ce sont des efforts indispensables parce que, encore une fois, l'objectif est de sauver la retraite par répartition, qui est le régime le plus juste pour les salariés, pour les fonctionnaires, pour les classes moyennes. Je reviens sur un aspect, c'est quand même cet assouplissement qui a été accordé aux règles du compte de pénibilité. Tout le monde, et je dis bien tout le monde, c'est aussi bien à gauche, à droite qu'au centre, reconnaissait la nécessité d'adapter la pénibilité. Et pour preuve, c'est que on peut dire que l'examen hier soir qui a débuté et qui a tenu compte de cette pénibilité, comme on dit familièrement, s'est passé comme une lettre à la poste. Comment se fait-il qu'on bataille sur les rangs de l'Assemblée nationale, qu'on bataille dans les médias, et que sur cet aspect-là, où on dit non mais il faut, où personne n'est d'accord, et que d'un seul coup dans les rangs de l'Assemblée, tout le monde tombe d'accord en une soirée? Écoutez, j'ai envie de dire... Et c'est la première fois qu'on assiste à ce genre, d'abord, un espèce de consensus autour de la pénibilité, et que c'est la première fois qu'on intègre vraiment dans un projet de loi, un projet de réforme sur les retraites. Oui, je pense que cette question de pénibilité, vous avez raison, le moment est venu effectivement que la pénibilité soit prise en compte. Donc voilà, je crois que là-dessus, il y a aujourd'hui unanimité. Et puis les parlementaires de l'opposition, bon, ils sont plutôt mal placés. Je pense que à l'Assemblée nationale, si vous me passez une expression un peu familière, ils ne la ramènent pas trop parce qu'encore une fois, on a fait 2 réformes dans le passé qui n'ont rien donné. Voilà. Alors, on va continuer à parler des anecdotes de l'Assemblée nationale. Vous êtes au courant quand même de l'épisode, moi que je qualifie de tragicomique, des députés qui, notamment députés socialistes, qui ont voté contre la suppression de la revalorisation. Ils se sont trompés de bouton en votant. Comprenez ça, vous? Écoutez, moi je ne suis pas député. Je suis pas député. Oui, j'ai vu ça dans la presse. Bon, ce sont des choses qui arrivent, mais ça a été... Ça veut dire que ça va être reproposé plus tard. Il va falloir réintroduire le processus. Alors que ça pouvait aussi, comme le reste, passer comme une lettre à la poste. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est un manque d'attention, c'est quoi? Certainement un problème d'attention. On va dire ça comme ça. Peut-être la fatigue. Il y a tellement de choses qui se font, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a tellement de choses qui se font à l'Assemblée nationale. Il y a un gros travail parlementaire, croyez-moi. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Oui. Moi, quand je rencontre mes collègues députés, Erika Baredge et Monique Orphée, c'est ce qu'elles me disent. Et quand je lis la presse, je regarde un peu les télévisions, il y a un gros travail qui est fait. Donc, ça peut arriver. Alors, je disais quand même tout à l'heure que c'était pas, en tout cas, ce qui faisait dire aux observateurs que de toute façon, ça ne serait pas
la dernière mouture, puisque, on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même un trou à combler de 20 milliards, et aujourd'hui les premières réformes qui sont contenues dans cette loi sur les retraites va simplement permettre d'économiser 7 milliards d'euros. On sait qu'il y en a encore 20, c'est-à-dire 2 fois plus encore à trouver. On imagine pertinemment qu'il y aura encore d'autres pistes qui sont suivies et que ce ne sera pas la dernière réforme. Il faut souhaiter que ça soit la dernière. Après, nous sommes dans un contexte économique, lorsqu'on regarde depuis maintenant plusieurs années, pas depuis la crise, qui est un contexte compliqué. Donc c'est toujours difficile de faire des pronostics, ou c'est toujours facile de faire des pronostics. Moi, l'enseignement que je tire de tout cela, c'est que le président Hollande a raison de dire que la priorité, ça doit être l'emploi. Parce que quand il y a la croissance, il y a l'emploi. Et quand il y a l'emploi, il y a des cotisations qui rentrent. J'ai dit tout à l'heure, notre problème, c'est un problème structurel. Il y a 50 ans à peine, nous avions 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 2. Et dans le même temps, l'espérance de vie, elle s'allonge tous les ans depuis plusieurs années. Après, ça va s'arrêter. Mais tous les ans depuis plusieurs années, globalement, on gagne 1 trimestre par an. Donc, on a d'un côté moins d'actifs. On a des gens qui vivent de plus en plus vieux, donc tout ça a rendu la situation compliquée. Il faut mettre le paquet sur la croissance, il faut mettre le paquet sur l'emploi, c'est-à-dire mettre le paquet sur l'économie, sur la création de richesses. C'est ça qui nous permettra, je l'espère demain, de diminuer les déficits et peut-être un jour, je ne rêve pas, mais peut-être un jour arriver à une situation avec des taux de croissance plus intéressants qui feraient qu'on ne serait plus dans ces grandes difficultés structurelles qu'on rencontre aujourd'hui. C'est les thèmes qu'on va aborder justement dans la suite de cette émission. On marque une pause et on vous retrouve tout de suite, Philippe Naillet. Merci. Info Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info Cité pour parler politique autrement. Info Cité avec Jean-Pascal Jeu. Jean-Pascal est son invité, monsieur Philippe Naillet, aujourd'hui. Voilà, Philippe Naillet, donc le porte-parole de la Fédération Socialiste de La Réunion. Philippe Naillet, eh bien, on va continuer cette conversation avec vous. Je rappelle qu'on est ensemble pour Infocité jusqu'à midi. On va aborder un deuxième thème, c'est, vous l'avez dit, c'est en quelque sorte l'économie, l'emploi. Et pour avoir de l'emploi, il faut des entreprises. On connaît aujourd'hui, depuis longtemps, la structuration, en tout cas la physionomie des entreprises réunionnaises. Pour la plupart, ce sont des petites, très petites entreprises, TPE, PME. Elles sont aujourd'hui, quasi exsangues pour la plupart. Souvent des entreprises qui répondent aux besoins du créateur d'entreprise de créer son propre emploi, avec des entreprises qui rouvrent, mais aussi beaucoup qui ferment. On est aujourd'hui dans un solde plutôt négatif de création d'entreprises et d'entreprises qui restent. Et elles sont concernées par ce qu'on appelle les lois de défiscalisation, les exonérations, qui font faire aussi partie d'un projet de loi qui va être présenté là au mois de novembre, après la visite de Victorin Lurel dans notre département. Et là, il y a effectivement beaucoup d'interrogations de la part des chefs d'entreprise, que ce soit d'ailleurs ceux qui sont regroupés les syndicats patronaux au sein du MEDEF, que ce soit également la FEDOM, la Fédération des entreprises d'outre-mer, mais que ce soit aussi les syndicats de salariés. Aujourd'hui, beaucoup se posent la question sur la survie des entreprises qui ont tenu un peu la route jusqu'à maintenant grâce à la défiscalisation qui avait été votée depuis la loi Girardin, qui avait été modifiée avec le temps. Aujourd'hui, ce qu'on retient de cette défiscalisation, Philippe Naillet, c'est plutôt des effets pervers. Vous avez la même analyse ? D'abord un mot sur l'économie, avant de parler de la défiscalisation, pour dire que c'est vrai que depuis maintenant 2008, nous sommes à La Réunion dans une situation qui est compliquée, puisque, pour parler un peu simplement, la crise, à partir de 2008, elle atteint nos cotes. Et nous qui avions des taux de croissance autour de 3-4% avant 2007, nous ne sommes plus du tout à ce niveau-là. En 2011, le taux de croissance était de 1,2%,
Et vous avez vu le chiffre qui est sorti il y a une semaine, hein, c'est l'INSEE, je crois, qui l'a donné pour 2012, 0,7% de croissance. Hein, vous me direz qu'au niveau national, ils aimeraient faire 0,7, mais il y a quelques années, on était autour de 3,4. Donc 0,7% de croissance. Voilà. Donc nous sommes effectivement dans une période qui est très chahutée, et il faut faire en sorte que rien ne soit préjudiciable à l'activité économique. Rien ne doit être préjudiciable à l'activité économique. Hein, il y a eu suffisamment de pertes d'emplois, notamment dans le bâtiment, hein, où il y a eu plus de 12 000 pertes d'emplois entre 2008 et fin 2011, 2012 même. Donc la bataille du monde économique, pour moi, elle est une bataille légitime. Après, il y a aussi, de la part de l'État, hein, et c'est de la part de l'État, un souci de réaliser des économies. Hein, puisque aujourd'hui, on nous dit il n'y a pas 50 façons de réduire les déficits, ou vous augmentez les prélèvements, ou vous augmentez les prélèvements un peu moins, mais dans le même temps, vous faites aussi la bataille des économies. Donc c'est ce que le gouvernement essaie de faire. Alors forcément, il va chercher partout. Il va chercher dans la défiscalisation, il va chercher dans les exonérations de charges, etc. Voilà, posé sur la table un peu le contexte. Il faut saluer quand même la prise en compte de ce contexte par nos politiques. Je vois les montées au créneau des différents parlementaires, hein, notamment des parlementaires socialistes. Je pense à Erika Barrett. J'ai vu également dans la presse que Monique Orphée avait été à une rencontre là organisée par la Chambre de commerce. Donc il y a aujourd'hui une prise en compte de la part des parlementaires, et notamment des parlementaires socialistes, que si il y a des choses à corriger pour rendre notamment la défiscalisation plus vertueuse, c'est incontestable. Mais il ne faut pas aujourd'hui mettre en péril ce qui permet encore de tenir un peu la croissance. Parce que si vous annihilez totalement la défiscalisation, vous n'aurez plus d'investissement à la Réunion. C'est surtout la défiscalisation à l'origine était surtout prévue pour permettre effectivement des investissements sur le territoire, développer de l'activité, et qu'il y ait des effets induits après cette production, c'est que les choses qui ont été créées puissent fonctionner et alimenter des fonds. Bien sûr. La défiscalisation, il faut la regarder, à mon sens, sur les deux plateaux. Il doit y avoir un plateau qui est l'activité économique, hein, ça doit être un outil, un moyen pour booster l'activité économique, et on en a besoin. Et de l'autre côté, pour moi, la défiscalisation, elle doit s'inscrire dans une démarche de développement durable. Elle doit prendre en considération également ce que nous voulons pour notre territoire. Parce que notre territoire, la Réunion, ce n'est pas un territoire comme un autre. Hein, chacun le sait. Donc c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. Et ce qu'on a fait dans le logement social, par exemple, où ce mix défiscalisation LBU est réussi, voilà le bon exemple. Ligne budgétaire unique. Hein, ligne budgétaire unique, pardon. Hein, ligne budgétaire unique et défiscalisation, c'est le bon exemple. Et j'ai lu dans la presse hier, me semble-t-il, ou ce matin, hier plutôt, que par exemple sur le logement social, le taux de crédit d'impôt, hein, vous savez que les différents opérateurs se battaient pour avoir un taux entre 30 et 40%. Je crois qu'on lâche entre guillemets sur 40%. Ouais. Donc tout ça pour dire que la défiscalisation, aujourd'hui, c'est l'esprit de responsabilité qu'il a emporté à La Réunion, aussi bien de la part des partenaires économiques, qui bien sûr défendent ça c'est normal, mais surtout de la part des politiques. On y travaille. Victorin Lurel sera là dans quelques jours. Du 17 et 18, hein 17 et 18 octobre, ouais. Effectivement. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Oui à la défiscalisation, parce qu'on en a besoin, mais inscrivons la défiscalisation également dans une démarche vertueuse de développement durable.
Hein. Oui à la défiscalisation parce qu'on en a besoin, c'est un levier économique indispensable et surtout, il ne faut surtout pas arrêter la défiscalisation. Mais est-ce que le gouvernement est prêt à entendre effectivement la défisque, comme on dit familièrement, la défisque, il faut la sauver? Écoutez, François Hollande l'avait dit quand il était venu à La Réunion. Ah, vous me direz, il a peut-être dit... Il y a eu d'autres discours entre-temps, il y a aussi d'autres contraintes budgétaires, il a fallu trouver des économies, il a fallu chercher des pistes. Pour l'instant, rien n'est arrêté, ça va passer en novembre. Oui. On aura finalement la copie finale qu'au mois de novembre. Qu'au mois de novembre. Néanmoins, vous le voyez, aujourd'hui, le gouvernement est dans une position d'écoute. Victorin Lurel rencontre les chefs d'entreprise, c'est ce que j'ai lu lorsqu'il sera à La Réunion. Je pense qu'il y a un travail d'alerte, de relais, d'information qui est fait par les parlementaires de la majorité, les socialistes. Donc moi je suis confiant sur cette question de la défiscalisation. En tout cas les jusqu'au boutistes qui sont à Paris, qui sont dans tous les camps, aller jusqu'au boutiste, parce qu'ils ne connaissent pas nos réalités, ils ne connaissent pas nos difficultés. Je pense que, une fois de plus, ils ne seront pas entendus. Vous savez, je fais toujours une comparaison avec l'Europe. L'Europe, à travers notre statut de RUP, reconnaît nos spécificités. C'est quoi le statut de RUP? Je fais une digression, mais vous comprendrez le sens après, si je puis me permettre. Notre statut de RUP, quelque part, c'est de nous accorder des dérogations sur le plan fiscal, par exemple, avec l'octroi de mer. L'Europe le reconnaît. Pourquoi l'État ne le reconnaîtrait pas? Après, il faut que tout ça soit quand même des dispositifs, encore une fois, vertueux. Il ne s'agit pas, à travers la défiscalisation, de faire un coup. Il ne s'agit pas de défigurer la Réunion, puisque, encore une fois, nous sommes sur un petit territoire, nous sommes très loin, en tout cas, de la France hexagonale, etc. Donc, oui à la défiscalisation, à une défiscalisation vertueuse. En tout cas, ce qui a été décidé, si j'ai bien compris, sur le logement social, avec un taux de crédit porté à 40%, laisse augurer de choses positives concernant ce dossier. Il y a un aspect particulier, un aspect économique particulier, c'est le crédit d'impôt pour les entreprises, qui ne semble pas convenir à tout le monde, et on le comprend. Le crédit d'impôt, apparemment, est parfait pour les grosses entreprises, en tout cas pour les grosses structures, qui effectivement peuvent se permettre de capitaliser et d'attendre la fin de l'année d'exercice pour toucher ce crédit d'impôt qui est reversé par l'État. Par contre, pour les petites entreprises, les TPE, c'est ce qui aujourd'hui constitue l'essentiel et la quasi-totalité de notre tissu économique, ça semble beaucoup plus compliqué à gérer. Ils préféreraient une défiscalisation alliée à des exonérations plutôt qu'un crédit d'impôt qui finalement ne leur permettrait pas de jouer sur leurs trésoreries qui sont déjà exsangues. Alors, ce que vous dites est très juste, mais en même temps, c'est compliqué. Mais il faut, en matière économique, être pragmatique. Alors, le crédit d'impôt, d'abord pour nos auditeurs, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse le crédit d'impôt, compétitivité emploi, le CICE. Pour parler simplement, cette année, c'est 4%. On regarde la masse salariale de l'entreprise, je crois jusqu'à 0,2-0,4 SMIC, et 4% de cette masse salariale en crédit d'impôt. Il y a eu une étude, j'avais lu ça quelque part, il y avait une étude de l'ordre régional des experts comptables qui disait que l'année prochaine, ce serait à peu près 120 millions d'euros pour la Réunion. 4% cette année, 6% l'année prochaine. Alors c'est vrai que peut-être pour les petites entreprises, c'est peut-être pas quelque chose de formidable, puisque comme ça se calcule sur la masse salariale et que aujourd'hui 90% de notre tissu économique a moins de 10 salariés, plutôt payé au SMIC, donc c'est peut-être pas l'impact, il est peut-être pas aussi fort qu'on pourrait le penser. Vous me dites la défiscalisation, elle préférait la défiscalisation. Conserver les exonérations, notamment dans les zones franches et les zones d'activité. Alors, j'y arrive. Bon, mais voilà, mais j'essaie de répondre point par point parce que sinon c'est compliqué. Alors, sur la défiscalisation, encore faut-il que les petites entreprises défiscalisent, c'est-à-dire qu'elles investissent, défiscalisent sur le matériel, etc., sur l'investissement, etc. Donc, encore faut-il. Moi, je pense que ce qui serait plus simple pour les petites entreprises, mais je crois que c'est ce qui se construit actuellement, c'est que le crédit d'impôt puisse être quelque part être disponible sous forme d'avance de trésorerie pour les petites entreprises. Moi, je crois que c'est ça le dispositif, ou si elles ne paient pas d'impôt, trouver un autre dispositif, parce que le problème de nos entreprises aujourd'hui,
de nos toutes petites entreprises, pour parler simplement, c'est d'abord une question de fonds de roulement, de Ouais. trésorerie, de disponibilité, puisque malheureusement, comme vous le savez, les banques, et c'est un euphémisme, ne jouent pas souvent le jeu. Mais elle prête de moins en moins. Il y a des taux de plus en plus... Voilà, en tout élevé. cas, elle ne joue pas toujours le jeu. Donc, je pense que le CICE, peut-être qu'il faudrait le voir, l'adapter là encore à notre tissu économique, qui est un tissu de petites entreprises, qui peut-être ne paient pas tous l'impôt société, etc., etc. Donc là, il y a un travail à faire. Je crois que là aussi, j'ai lu qu'on réfléchissait un peu à un CICE, c'est pas péjoratif, un peu tropicalisé pour nos économies ultramarines. Et Oui, je crois qu'il faut vraiment le Parce faire. qu'il y a quand même un chiffre à mettre en balance. C'est quand même le montant des dettes sociales à La Réunion pour les entreprises. C'est 1,1 milliard d'euros. Oui, j'ai C'est vu. énorme. C'est énorme. Bien sûr que c'est énorme. Mais là, moi, je ne veux pas répondre comme ça sur cette question des dettes sociales par une réponse un peu... Non, non, bon, il y mais a c'est un chiffre qui doit être pris en compte, en tout cas, par les experts, pour dire quelle va finalement être la mesure qui va nous permettre, en tout cas, de ne pas reproduire un tel schéma. Moi, je pense de ne pas reproduire un tel schéma, de permettre bien sûr aux entreprises de payer ces charges-là dans le temps, dans la durée, mais je crois que ce qui est fondamental aujourd'hui, pour moi, sur le tissu économique réunionnais, moi qui le pratique en tant qu'élu, donc je suis à la rencontre de ces chefs d'entreprise, je le vois dans mes mandats, et je rencontre aussi les gens qui ne travaillent pas, malheureusement, qui attendent qu'on relance l'activité, que ça reparte, etc. Moi, je crois qu'il y a aujourd'hui deux leviers sur lesquels il faut véritablement jouer. C'est d'abord s'assurer que tout ce qui est programmé dans la commande publique démarre. Je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que le but aujourd'hui, c'est pas trop de parler de ce que nous faisons sur nos territoires, puisque je ne suis pas là pour parler ni de la ville de Saint-Denis, ni de la Cinor, mais globalement sur la Réunion, c'est le travail du Haut Conseil de la commande publique. Moi, je crois qu'il faut véritablement veiller à ce que tout ce qui est programmé dans la commande publique démarre, simplifier les choses. C'est également ce qu'a dit le président Hollande. Nous avons un système qui est trop compliqué. Simplifier pour amorcer et démarrer. Parce qu'on sait bien que quand ça démarre, après ça monte en charge. Donc, et c'est ce qu'attendent les entreprises. Et sur les dispositifs concernant la défiscalisation, les exonérations des charges, puisque vous avez fait allusion aux exonérations de charges, là aussi, il faut bien peser, mesurer ces dispositifs-là pour qu'ils soient de véritables valeurs ajoutées, des boosters pour nos économies locales. Voilà un peu, moi, aujourd'hui, si je devais résumer la situation économique, ce que je dirais par rapport à ce débat sur les exonérations, sur la défiscalisation. Pas question de les supprimer, mais faire tout ça de façon intelligente, pour que dans un même temps, on aide les entreprises, mais qu'on soit aussi dans la construction de choses durables pour notre territoire, pour la population de la Réunion. Et on va aborder ce troisième volet de ce qui doit être durable pour la Réunion. On va parler de l'emploi, on va marquer une pause et on revient tout de suite, Philippe Naillet. Merci. Info Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info Cité pour parler politique autrement. Info Cité avec Jean-Pascal Jeu. Jean-Pascal qui reçoit aujourd'hui M. Philippe Naillet, porte-parole de la Fédération du Parti Socialiste de la Réunion. Voilà, et donc nous sommes ensemble jusqu'à midi. Philippe Naillet, il nous reste 10 petites minutes pour parler d'un dossier important, c'est l'emploi. Aujourd'hui, on va partir aussi d'une photographie. C'est qu'aujourd'hui, principalement, les entreprises, quand elles embauchent en CDD. Les CDI sont quasi disparu, on va dire, de la vie économique et sociale française. Très peu d'emplois, beaucoup d'intérim. Et aujourd'hui, face à un taux de chômage galopant, on est à 28%, près de 30% dans ce département. La France aussi, la métropole a aussi fait grimper son taux de chômage. On a aujourd'hui finalement l'obligation pour un gouvernement de déployer une batterie de mesures. Alors entre contrats aidés, garantie jeune, emploi d'avenir, contrat CAE, contrat CUI. En clair, je sais que vous allez me proposer une analyse, une explication, mais est-ce qu'avec ce type de contrat, si aujourd'hui on n'a que ça à proposer, c'est avec ça qu'on peut se construire un avenir ? Non, on ne se construit pas un avenir avec des contrats aidés. Les contrats aidés, c'est le traitement social du chômage. C'est-à-dire que
quand la croissance, quand l'activité économique ne permet pas de créer des emplois et que même elle détruit des emplois, eh bien vous faites le traitement social du chômage. Hein, rappelez-vous, même Sarkozy, qui dénonçait le traitement social du chômage, quelques mois avant les élections, il a augmenté le nombre de contrats aidés. Hein, parce que la réalité, elle s'impose à vous. Vous savez, moi, quand je suis à la mairie de la Providence, les gens qui viennent me voir, ils viennent me voir d'abord parce qu'ils ont envie de bosser. Ils ne viennent pas me voir pour autre chose, pour me parler du beau temps, pour me dire c'est bien ce que vous faites, etc. Ils viennent pour cela. Donc, vous avez donné le taux de chômage. Hein, aujourd'hui, on a plus de 130 000 réunionnais en catégorie A, c'est-à-dire immédiatement disponibles. Donc, le temps que ça reparte, on a parlé tout à l'heure des dispositifs CICE, les exos, la défiscalisation, la commande publique, mais c'est tout ça additionné avec des règles claires, etc., qui permettra de repartir, mais ça repart doucement. J'ai donné le taux de croissance l'année dernière, 0,7. 0,7, c'est pas un taux de croissance qui permet vraiment de créer de l'emploi. À La Réunion, on va commencer vraiment à créer de l'emploi à partir de 2% de taux de croissance. Voilà. Hein, donc on est à 0,7, c'est-à-dire 3 fois plus. Donc, en attendant, il faut faire le traitement social du chômage. Et là-dessus, la situation réunionnaise, c'est une situation qui demande un traitement particulier. 30% de taux de chômage. Et parmi ces 30%, on peut rappeler que c'est avant tout une grosse majorité de jeunes de moins de 25 ans. Et les jeunes de moins de 25 ans. C'est 3 fois plus. Et diplômés. Oui, c'est 3 fois plus que le taux de chômage national. Et le message que nous, Parti socialiste, nous faisons passer aujourd'hui au gouvernement. Le gouvernement, ce sont nos amis par définition. Et le message que nous faisons passer au gouvernement, c'est pas simple, mais bon, nous allons le dire à Victorin Lurel, nous le dirons surtout à Michel Sapin. Hein, Gilbert Annette, viendra plus tard, hein, je crois, fin novembre. Hein. C'est ça, Gilbert Annette l'avait déjà dit, je le cite parce qu'il avait dit, et j'en étais témoin, il avait déjà relevé la situation lors du passage de Madame Lebranchu à l'hôtel de ville pour la signature des premiers contrats d'avenir. C'est pour dire que nous ne pouvons pas nous contenter de réponses simplement arithmétiques à La Réunion en disant, écoutez, on vous donne 22 000 contrats aidés, hein, c'est autant qu'on donne à la région Rhône-Alpes. Non, parce que la région Rhône-Alpes, on leur donne 22 000 contrats, c'est vrai, mais ils ont 8% de taux de chômage. Nous avons 30% de taux de chômage. Donc nous disons qu'à La Réunion, ce n'est pas 20 000 contrats aidés qu'il faudrait, c'est 40 000, c'est 60 000. C'est-à-dire que... Le gouvernement entend ce genre de discours, enfin l'entend mais le comprend. Écoutez, on jugera sur pièce. Ouais. En tout cas, nous faisons notre travail de politique, confronté à la situation réunionnaise quotidiennement, pour dire que c'est une situation difficile, c'est une situation de désespoir pour les gens qui ne travaillent pas. Quand vous ne travaillez pas un an, à la limite, bon allez, on peut, un an, bon, mais quand vous ne travaillez pas depuis plus de 3 ans, je veux dire, c'est une situation désespérée et qui peut devenir dramatique. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, ce qu'on appelle les chômeurs dans longue durée, c'est des gens qui sont inscrits pour la plupart depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans. Oui, en général, plus de 3 ans. Ouais. Oui, je suis plus de 3 ans en tout cas. Bon, et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Moi, j'en connais, j'en reçois, etc. Donc, le message que nous faisons passer au gouvernement, c'est de dire que, comme l'Europe nous classifie ou nous catégorise, si je puis dire, en termes de RUP, en objectif 1. Objectif 1, ce sont les régions ultra-périphériques dont le PIB n'est pas à 75% du PIB moyen européen. Nous, en matière d'emploi, nous devons être objectif 1 en matière d'emploi. C'est-à-dire que nous devons réclamer 3 fois plus de contrats à l'État français, au gouvernement, ce sont nos amis, donc c'est un discours que nous allons passer, que nous allons continuer à porter, en espérant qu'il soit entendu. Pourquoi? Non pas pour distribuer des contrats aidés, mais nous disons que, en attendant que la situation économique redevienne normale, en attendant qu'on retrouve un taux de croissance qui permet de créer l'emploi, il faut le traitement social du chômage, c'est-à-dire 2 fois, 3 fois plus de contrats aidés. Non pas pour distribuer des contrats aidés, parce que les gens, ils veulent être utiles. Et sur cette île de la Réunion, il y a un certain nombre de domaines, nous le savons, que ce soit l'environnement, que ce soit l'entretien des sites, que ce soit dans le tourisme, que ce soit dans l'aide à la personne. Nous pouvons construire des choses, mobiliser des contrats aidés et
toute la société réunionnaise serait gagnante. Voilà le discours que nous allons porter. C'est pas un discours facile, hein. C'est pas un discours facile, mais ce que l'Europe reconnaît pour la région Réunion, l'État doit le reconnaître sur la question de l'emploi. Et quand je dis ça, encore une fois, hein, je le dis pour les auditeurs, les contrats aidés, c'est une situation provisoire. Ouais. Notre objectif, quand même, c'est de créer derrière, aider le monde économique, créer de l'emploi durable, donner des formations à nos jeunes pour qu'ils puissent aussi profiter de la mondialisation, etc., etc. Notre objectif, c'est pas de cantonner les Réunionnais dans des emplois aidés. Philippe Naillet, justement, est-ce que vous pensez que le gouvernement va l'entendre, cette volonté de donner plus, en tout cas d'attribuer plus de contrats aidés à la Réunion? Si on se rappelle quand même, il y a quelques mois, les premiers ratés, il y avait un quota de contrats aidés qui était alloué, et il y a quand même eu, on va dire, ça a mal démarré. Les quotas, en tout cas les prévisions de signature, étaient loin des résultats. Oui, c'est vrai. Il y a toujours, notamment hein, sur les emplois d'avenir, il y a toujours un peu, lorsqu'un dispositif est nouveau. Alors, emploi d'avenir, on en parlera parce que c'est peut-être celui qui est le plus compliqué à mettre en place. Alors, mais j'arrive. Je termine sur votre question sur contrat aidé. Oui, il y a eu quelques retards, peut-être aussi parce que les projets sont pas bien montés, etc. Moi, je pense que là-dessus, un peu comme ça, il faut simplifier les choses, qu'il y ait une vraie cellule qui travaille avec les associations, les collectivités pour monter ces projets-là. Ça doit être un travail qui doit se faire en amont. Si on veut avoir une ambition, on ne peut pas comme ça passer de 20, proposer. Si on passe demain de 22 000, 23 000 contrats à 40 000 ou 50 000 contrats et que derrière, il n'y a pas un travail de préparation qui se fait, ça ne marchera pas. Ouais. Mais ce n'est pas ça que le gouvernement nous dit. Le gouvernement, de ce que j'ai cru comprendre, il dit oui, mais d'accord, on vous donne 40 000 contrats aidés, mais comment vous faites pour les payer? C'est ça ce qu'il nous dit le gouvernement aujourd'hui. Il nous dit parce que vous savez, pour parler simplement, sur un contrat aidé, pour la collectivité ou l'association, c'est 30% qu'elle doit prendre en charge. Nous disons, à La Réunion, il y a 180 000 Réunionnais, ou peut-être même un peu plus, hein, qui perçoivent le RSA socle. Nous disons, prenons, et ces personnes-là, elles perçoivent 450 € par mois. Nous disons, et ce sont les gens qui perçoivent le RSA socle, qui souvent viennent nous voir pour nous demander un contrat aidé. Eh bien, les 450 €, on met tout ça dans une caisse commune, pas des 180 000, parce qu'on n'aura pas 180 000 contrats. Mais supposons qu'on nous donne demain 40 000 contrats supplémentaires. Ça va au moins permettre c'est leur plus financement. 450 €. On prend ces 450 €, on donne aux collectivités, aux associations pour le résiduel, ce qu'on appelle le résiduel, et l'État continue de financer. Et on est tous gagnants. Au lieu de payer des RSA socles à des gens qui aujourd'hui désespèrent, et c'est le mot parce que le chômage sur une durée aussi longue, vous avez dit tout à l'heure 5, 6 ans, 7 ans, mais dès qu'on dépasse 2 ans, 3 ans, moi je le vois, je rencontre des gens. Les gens sont désespérés. Ils sont désespérés. C'est d'une gravité qu'on ne peut pas décrire. Et collectivement, on ne pourra plus porter encore très longtemps ce chômage-là à La Réunion. Donc il faut vraiment, si je puis me permettre, se bouger, se dire que c'est une priorité, on doit être là-dessus, encore une fois, objectif 1, on trouve les moyens de financer, on monte les projets, et il faut qu'il y ait une vraie volonté politique de la part de l'État. Alors, il nous reste 1 minute, et on va en parler rapidement, je le disais tout à l'heure, c'est peut-être les emplois d'avenir qui sont les plus compliqués à mettre en place. En clair, c'est permettre à un jeune d'intégrer une entreprise où il va être accompagné par un senior qui va prendre sa retraite dans quelques mois. C'est un peu ça l'idée. Ah, ça, c'est pas les emplois d'avenir. Ça, c'est les contrats de génération. Ah, pardon, les contrats de génération. Oui. Ouais. Oui, les contrats de génération, c'est un peu plus compliqué. Bon, j'ai pas de chiffres, je vais être honnête, j'ai pas de chiffres sur La Réunion. C'est un peu plus compliqué, effectivement, parce que l'idée, elle est bonne. C'est de dire qu'aujourd'hui, on a, dans le chômage en France, mais maintenant comme à La Réunion, c'est chez les jeunes, vous avez plus de chômage, et chez les plus de 50 ans. Parce que malheureusement, dans notre système français, on considère que quand vous avez 50 ans et plus, vous n'êtes plus productif, alors que c'est une aberration. Il faut garder les plus de 50 ans, et il faut faire entrer les jeunes. Donc, François Hollande, c'est son idée, contrat de génération, c'est de dire l'entreprise qui prend un jeune en CDI, et qui garde son plus de 50 ans, eh ben, elle bénéficie d'une prime, etc., etc. Ça, c'est un premier dispositif, qui commence
qui démarre, donc il faut attendre un peu. Et à côté, il y a les emplois d'avenir, où la Réunion bénéficie de 5000 emplois d'avenir. Pour le moment, de mémoire, on en a signé 1300, je crois, et on attend encore 1100 là qui sont dans les tuyaux. Bon, je pense que tout va se décider au moment de la visite de Victorin Lurel. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont être mises sur la table. En tout cas, je ne sais pas si tout va se décider à ce moment-là, mais on lui remontera les problèmes de la Réunion une fois de plus. Merci Philippe Naillet d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Voilà, et donc vous retrouverez également cette émission sur les podcasts de la web radio Run City 97.4 avec qui nous sommes en collaboration. Bonne journée à tous.